Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, mon invité est un jeune écrivain et un ancien réalisateur et scénariste. Depuis hier, il est le dernier ou nouveau, au choix, prix Goncourt, auréolé pour son 4e roman Veiller sur elle, paru aux éditions de l'Iconoclaste. Bonjour Jean-Baptiste Andréa. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture et surtout, bravo pour ce prix Goncourt. Merci mille fois. J'espère quand même ne pas être le dernier. Ah. En tout cas, vous êtes le dernier là de cette année, le dernier en date, Voilà. exactement. Là, on est 24 heures après l'annonce. Hier, j'étais dans ce studio, j'ai annoncé votre nom. 24 heures plus tard, dans quel état vous êtes ? Ça a été un tel tourbillon hier, ça a été un tel choc émotionnel que ça va mieux aujourd'hui. Je commence un peu à réaliser, pas complètement. Je crois que ça va prendre quelques jours. Mais j'ai mieux dormi cette nuit que la nuit précédente. Donc, je suis un peu plus apaisé. Parce que vous aviez peur d'être déçu. Non, Parce que non. on ne J'ai s'attendait pas à vous. Non, j'ai Faut le adoré. dire. Non, j'aime bien être l'outsider. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été un outsider de toute façon. Non, j'avais pas peur. Moi, j'ai beaucoup de mal. Je suis assez intense et j'ai beaucoup de mal à gérer l'incertitude. Donc, si on me dit oui, c'est toi, non, c'est pas toi, ça me va. Je suis tout à fait C'est capable. clair. Voilà, je me dis, Mm. je me suis jamais dit que je devrais gagner un Goncourt ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu, j'ai pas du tout. Cette Cette prétention-là ou cette prétention-là. ambition Non, même. non, oui, ni ambition, ni prétention. Moi, mon ambition a été d'écrire des livres et c'est ce qui était déjà une grosse ambition pour moi. Donc, j'ai pas eu ça. C'est plutôt l'incertitude qui me minait. J'avais juste envie qu'on me dise oui ou non. Et une fois que on vous a dit oui, alors il y a eu un moment, Oui, alors, vous nous racontiez juste avant, ouais, en fait, vous pensiez que c'était non. on a pensé que c'était non parce qu'on n'avait pas la nouvelle. On pensait qu'après 12h30, c'était mort. Et à 12h37, on a attendu par précaution. On s'est dit, c'est fini. On a vraiment prévenu tout le monde. On a ouvert une petite bouteille de champagne entre nous en disant, bah, c'est pas grave. Et on s'est dit, c'est vrai que ce qu'on a vécu jusque-là en valait la peine. Et c'était vraiment le cas. Ces derniers jours ont été d'une intensité émotionnelle pour la maison qui était merveilleuse. Donc on s'était préparé. On s'est dit, bon, c'est pas nous. Et puis 10 minutes plus tard, l'appel est tombé alors que personne ne s'y attendait. Donc on a Donc la on a double joie, perdu en puis fait, gagné. Ah non, presque. mais ça a été un moment, tout le monde était en pleurs. Je me rappelle plus, j'ai parlé à des gens, je me rappelle plus ce que je leur ai dit. J'étais tiré dans un taxi. C'était un moment d'une intensité émotionnelle très intense, très forte, très forte. Vous avez pleuré. Bien sûr que j'ai pleuré. On a tous pleuré. Alors j'ai dit jeune écrivain parce que ce n'est que votre 4e roman. Il faut quand même dire que vous avez été publié pour la première fois il y a seulement 6 ans. Oui, alors j'avais fait 20 ans de cinéma avant, en tant que On va scénariste en et parler réalisateur, aussi. voilà. Mais c'est vrai que j'ai osé, parce qu'il y avait quand même ce mot-là dans la trajectoire, dans ma trajectoire intérieure. Il fallait oser se confronter au roman. Et j'ai seulement osé à 46 ans, donc en 2016. 45 ans en 2016. Et c'est vrai que c'était hier. C'était hier, ça me paraît loin et proche à la fois. Mais voilà ce tournant dans votre vie, le fait d'avoir osé de passer d'un métier à l'autre. Alors ça reste des métiers artistiques, hein, Ouais. le métier de réalisateur, scénariste, vous étiez déjà dans l'écriture, mais de passer à l'écriture et que ça marche comme ça, en fait, vous incarnez presque un rêve, mais aussi ce qui va peut-être être une illusion, en fait, pour des milliers d'écrivains, vous voyez, de tous ces gens qui veulent passer à l'écriture, qui veulent dire oui, mais bon, regarde, il y a Jean-Baptiste Andréa, il a eu un Goncourt. Mais tant mieux. Moi, j'appelle pas ça une illusion. Au contraire, on est tellement la chose la plus intense, les obstacles les plus forts qui sont dressés sur mon chemin sont des obstacles intérieurs. Et c'est souvent le cas dans nos vies. Quand en plus on a des ambitions artistiques, je me dis quand on a 15 ans aujourd'hui et qu'on veut faire quelque chose de sa vie qui soit dans le domaine de l'artistique, dans une société où finalement c'est pas si valorisé que ça, au sens où, bien sûr, on adule les artistes, mais ceux qui essaient de devenir artistes, ceux qui sont sur ce chemin, rencontrent beaucoup de difficultés. Moi, j'ai envie que ces gens-là se disent, ouais, c'est possible. J'ai envie qu'ils se disent, regardez, pour Jean-Baptiste Andréa, ça a été facile. C'est mon En modèle. fait, voilà, ça n'avait pas été si facile que ça. Ça a été un long combat. J'ai connu des hauts et des bas dans le cinéma. Et au fond, finalement, on pourrait dire que c'est arrivé tard, parce que c'est à 46 ans, donc que mon premier roman a été publié. Il m'a fallu tout ce temps-là pour arriver à cette Oui, mais joie-là vous du n'avez roman. pas essayé d'écrire des romans pendant 25 Non, ans mais avant. j'ai écrit aussi beaucoup de scénarios qui n'ont jamais été faits. Mon apprentissage
tournage a été fait sous la Mmh. forme du scénario et pas du roman, ça c'est certain. Mais après tout, il y a des exemples de temps en temps d'auteurs ou d'autrices qui écrivent jeunes et qui écrivent quelque chose de merveilleux. Donc, moi, je crois à ça. Je crois à la magie. Je crois à cette magie-là. Et j'ai envie de la partager. Jean-Baptiste Andréa, on va parler de votre roman, parce que c'est pour ce roman-là que vous avez été récompensé du prix concours hier. Ça s'appelle Veiller sur elle, et on va entrer dans le cœur de ce roman avec cette archive. Camerati, io potrei dispensarmi dal parlare di questioni di carattere interno. Queste questioni si possono ridurre ad una frase sola. Popolo e regime costituiscono in Italia un blocco assolutamente inscindibile. C'est une archive du 14 mai 1939. Vous l'avez reconnu, Jean-Baptiste Andréa. Il s'agit de Benito Mussolini à Turin, en Italie. Et si on s'est servi de cette archive, c'est parce que votre roman parcourt tout le XXe siècle italien, deux guerres mondiales et notamment la montée du fascisme à travers deux personnes, donc un homme, Mimo, qui est mal né, pauvre, de petite taille, mais qui est un génie de la sculpture et qui va se compromettre dans le fascisme, et à travers une femme, son opposée, Viola Orsini, riche héritière d'une famille aristocratique, mais entre lesquelles va naître une relation. On va en reparler parce que c'est très difficile de définir cette relation. Elle a été beaucoup présentée comme un amour impossible, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment ça que vous ayez en tête. Mais d'abord, sur cette place de l'histoire, pourquoi en fait avoir choisi cette histoire aussi longue, aussi impressionnante? Alors d'abord, j'avais envie de passer à quelque chose de supérieur en termes d'ambition romanesque. J'ai écrit 3 romans qui représentaient une conquête de liberté par rapport au cinéma, qui est un art de contrainte, tout coûte cher, le temps est limité. Et paradoxalement, je me suis aperçu que je m'étais imposé encore sur ces... Et j'en avais besoin, hein, Dans mais l'écriture. oui, sur Mm. ces 3 premiers romans, c'était des huis clos, c'était des temporalités très contrôlées et assez réduites. Et puis, après ces 3 romans, je me dis: «Bon, d'abord, j'ai envie de me renouveler, j'ai envie de faire autre chose et puis j'ai envie de lâcher la bride et d'écrire un roman qui ressemble aux romans qui, moi, m'ont porté, au long de ma vie». Donc ça, c'était l'envie d'écrire quelque chose de plus grand et le sujet de ce livre est vraiment la lumière qui nous permet de vivre, la joie qui nous permet de résister aux ténèbres. Je trouve qu'on ne parle que de noirceur et que de ténèbres et que de tristesse. Et elle existe, elle est là, elles existent, ces ténèbres. Elles sont là dans notre monde, mais on ne parle que de ça. Moi, je crois très fort à la lumière qui ne cesse jamais de briller dans ces ténèbres et j'ai envie de la voir. La lumière dans ce roman, c'est en l'occurrence Viola, cette femme brillante qui veut déployer ses ailes à une époque où c'est très difficile de le faire. Et elle se heurte à 1000 tyrannies, de tyrannie du quotidien, tyrannie de l'intime, tyrannie de sa famille, tyrannie de la société. Et naturellement, donc, cette époque où il y a une grande tyrannie politique qui est exactement la même tyrannie que combat Viola, me paraissait le cadre idéal pour dérouler cette histoire. Mais quand vous dites, Jean-Baptiste Andréa, j'avais envie de lumière. Pardonnez-moi, mais c'est un peu vague. Vous voyez? C'est-à-dire que concrètement, pourquoi choisir justement le XXe siècle italien, qui est quand même très noir, pour aller vers la lumière? Mais le XXe siècle italien est très noir parce que si on pense seulement au fascisme, mais en Italie, il y a des mouvements incroyables et ambigus d'ailleurs, comme par exemple le futurisme, qui contenaient de la lumière et qui ont pu dériver Mmh. vers la noirceur. Il y a quand même l'art de l'Italie, il y a la résilience, il y a la résistance, et l'Italie, que je sache, enfin, est quand même plus ou moins sortie de cette noirceur-là, en tout cas du pire de cette noirceur-là. Et donc, ce que je veux dire par lumière, c'est la capacité à ne pas se laisser détruire par les circonstances et par les obstacles qu'on rencontre dans une vie et Dieu sait qu'ils sont nombreux, les obstacles que rencontrent ces 2 héros. C'est ça la lumière. Pour moi, la lumière, c'est peut-être juste la capacité à se relever et à ne pas cesser de s'enthousiasmer, et j'emploie ce terme prudemment. Je mesure bien que quand on est sous les bombes en Ukraine, c'est pas tout à fait la même chose. Quoi qu'il arrive, je trouve ça fascinant de voir que souvent des enfants dans les pires zones de guerre oublient ça pour jouer au ballon quelques instants. Mmh. C'est ça la lumière. C'est pas la prérogative de l'enfance en plus. On la perd souvent quand on est adulte, mais c'est pas une fatalité. Et moi, je parle de 2 héros chez lesquels cette lumière vacille, mais je veux pas qu'elle s'éteigne. Moi, mon rôle, c'est de pas la laisser s'éteindre dans ce roman. Et c'est là où intervient cette relation entre Viola
et Mimo. Alors, est-ce que c'est un amour impossible ou pas? Et justement, est-ce que c'est pas cette relation entre eux qui leur permet de maintenir cette lumière, même si E elle vacille? Exactement. Alors vous en avez bien parlé. C'est vrai que, bon, bah, pour des raisons de simplification, on a des De termes parfois, communication voilà, de éditoriale? communication, exactement, amour impossible, et cetera. C'est pas une romance, ce livre, c'est quelque chose de plus fort, de plus important. Ils s'aiment parfois au point de se détester, et en plus, vous avez employé un mot, qui m'intéresse beaucoup, qui est le mot «définir». Vous avez dit: «Elle est dure à définir» ou «J'ai pas envie Mmh. de la définir» et moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup en France, parce que j'ai aussi un pied dans la culture anglo-saxonne. J'ai fait mes premiers films en anglais, j'ai épousé l'anglais, j'ai vécu en Angleterre. On a un très gros poids de la norme en France, plus encore L'étiquette. ouais, de l'étiquette, de la norme, de l'étiquette, de ce qui est déjà de la boîte dans laquelle il faut se placer très tôt dans nos vies. C'est quelque chose qui m'a toujours, paru très détestable. Hem, Carrément. ouais, vraiment. Ouais, Détestable. ouais, absolument. Non, non, je suis très sérieux là-dessus. Je suis pas toujours sérieux, mais là, je suis sérieux. Je l'ai ressenti comme une véritable oppression. Quand À j'avais votre rencontre oui, ou enfin, même, voilà, au quotidien mais au dans les quotidien, dans tout, tout est normé. Et moi, particulièrement, en plus, moi qui voulais être écrivain gamin, et quand j'arrive en seconde, on me dit: «Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie?» et que je mmh. dis: «Écrivain», et qu'on me fait dérouler des magazines, on me déroule des magazines dans les yeux en disant: «Non, ça n'est pas dans le magazine. Ça n'est pas Ah dans le oui, les petites magazine fiches, d'orientation». Les fiches d'orientation dans ONICEF le de magazine l'époque, Phosphore, par exactement, voilà. exemple. Et donc, et il est pas à sous-estimer, ce poids, en fait. Je crois qu'il Mmh. y a beaucoup de gens à cette époque qui feraient des choix différents si on leur permettait de faire ces choix différents. Donc je déteste définir. Définir, c'est tuer quelque chose, c'est tuer des possibles. Hem et donc j'ai pas envie de définir cette relation. Elle est multiforme, Mmh. elle est amour, elle est amitié, elle est détestation, elle est tout ça à la fois, et c'est ça qui me plaît dans cette rela et mais effectivement, vous avez raison, la lumière naît de ça et vacille parfois dans cette relation, mais elle est là. C'est comme une bougie qui fait cette petite, étincelle. Alors moi, ce que je trouve frappant dans cette relation, sans la définir, Jean-Baptiste Andréa, mais peut-être si je le fais, vous me Non, détesterez je ne vous et tant détesterai, je vous pis. pardonnerai parce que j'adore France Culture. Ouais, bah, alors, bon, peut-être voilà, vous pardonnerez France Culture, mais pas ce que je vais dire. Il me semble quand même que vous parvenez justement à, alors peut-être pas à définir, mais à saisir quelque chose en fait qui se passe souvent entre des personnes, mais qu'on ne parvient pas justement à définir et qu'on va laisser tomber à cause de ça. C'est-à-dire, cette personne ne peut pas être mon amoureux, ne peut pas être seulement une amie, ne peut pas être un frère de substitution ou peu importe, c'est un ex, c'est un futur, mais il est là et comme on ne sait pas à quelle place le mettre, eh bien, on va précisément l'écarter. Allez-y, Mais Jean-Baptiste, vous juste voulez réagir. non, mais oui, oui, parce que je vois qu'en fait, je vais pas vous détester parce que vous confirmez exactement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que parce que c'est la relation, que vous illustrez ne rentre pas dans une norme ou un cadre donné, amoureux, ex et cetera, on a tendance à l'abandonner parce qu'on ne la comprend pas. Et c'est exactement mon propos, c'est précisément d'essayer d'être un peu plus libre, un peu plus ouvert, un peu plus sensible à l'infinie variété de l'humanité. Hem et c'est très précieux. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs de choses qui sont tuées, d'élan, de rêves. Je vais beaucoup dans les lycées. Enfin là, j'ai un petit peu moins de temps ces derniers temps, mais je l'ai beaucoup fait. Et vous savez, dans les lycées, on nous invite pour parler de nos livres. Et moi, parler de mon livre, enfin, c'est très sympa, mais au bout de 5 minutes, je vois bien que les lycéens, soit ils le lisent, soit ils le lisent pas. Donc je leur parle d'autre chose. Et moi, je me rappelle que j'aurais vraiment aimé voir un écrivain ou un artiste à cet âge-là, pour voir que ça existait, voir que c'est pas des gens morts ou avec une barbe blanche et une pipe. Euh, et voilà, donc j'ai envie j'ai pas envie qu'ils éteignent cette beauté. Et Viola, cette fille extraordinaire, cette héroïne qui m'est très chère, refuse ça, refuse toutes les normes. Elle refuse les Elle définitions, refuse les justement. définitions, elle refuse les normes, et je comprends parfois des gens me disent: «Ah mais un petit peu irritante cette Viola», tout en me disant: «Mais quand même, qu'est-ce qu'elle est attachante, qu'est-ce qu'elle est intelligente», et ça, mais ça va ensemble, voilà, j'adore ce personnage qui refuse les normes. Et puis, il y a quelque chose qui permet de conserver la lumière. Alors, il y a cette relation-là, mais il y a aussi le rapport à l'art. Parce que Ouais, Mimo, ouais. il est sculpteur. Il a de l'or entre les mains. Il va sculpter une Pietà, veiller sur elle, en fait. Elle, c'est la Pietà qui est aussi, effectivement, qui a quelque chose de Viola. Je n'entrerai pas dans les détails. Là aussi, vous restez d'ailleurs assez flou et subtil, Jean-Baptiste Andréa.
c'est très difficile de se servir de la littérature pour parler d'art, parce que parler de sculpture, parler de musique, parler de cinéma, c'est déjà des œuvres qui contiennent en elles de la beauté. Alors le rajouter en plus à travers l'écriture, est-ce que c'était pas un peu périlleux ça? Je dois vous avouer que je me suis pas posé la question, Vous n'avez pas l'histoire peur en fait, hein? non, non, moi j'ai pas peur de grand-chose. Enfin si, j'ai peur de plein de choses en fait, j'ai peur de la mort, mais j'ai pas peur de parler d'art dans Je mes crois que ça bouquins. arrive à très peu de monde d'avoir peur de la mort, non? J'ai pas peur de non, non, c'est une démarche très sensuelle pour moi l'écriture. Donc c'est pas une démarche qui est, en premier lieu intellectuelle. Et je parlais tout à l'heure des verrous intérieurs. En tout cas, ces verrous intérieurs, je les débloque vite. Si je peux me poser des questions, une des questions que je me posais, c'est est-ce que j'ai le droit, stupide, c'est est-ce que j'ai le droit d'écrire sur l'Italie sans être italien? Ça, par exemple, Est-ce que ça me je peux faisait plus m peur. ou Viola par exemple, est-ce que je peux écrire Alors, sur un personnage exactement. Ça me féminin, faisait moins. Je l'aurais pas fait à la première personne. On peut, hein, j'ai pas de problème avec ça, mais moi, je préférais pas le faire. En tout cas, sur l'idée de parler de l'art, non, tout est lié pour moi. C'est normal d'écrire sur l'art. Je crois que l'art, c'est précisément la liberté dont je parle. L'art est la possibilité d'échapper à toute norme. L'art n'a pas besoin de normes, l'art vit entre les normes. Et pour moi, il a évidemment représenté ma liberté. Pour beaucoup de gens, il représente une liberté. Personne ne vous dit, alors qu'il y a une prédominance de l'art dans nos vies, et quand on veut s'y exposer, personne ne vous dit, jeune homme, ça c'est une vraie carrière, à part vraiment dans des domaines très très précis. Donc l'art, c'est ce qu'il y a entre les chemins qui sont tracés, qui sont balisés. Donc évidemment, l'écriture, les formes d'art, la musique, mon troisième roman parlait de musique. quand voilà, le héros était un petit pro un prodige du Voilà, piano. qui jouait dans Mmh. les gares. Tout ça est Taper lié des et diables et des saints. indissociable. J'aurais même du mal à ne pas écrire sur l'art, à ne pas en Il y a parler. pas une forme de mise en abîme qui est compliquée? Si. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses qui sont quand même difficiles quand on parle d'art. C'est d'une part la dimension technique, notamment sur la sculpture. Il y a quand même tout un ensemble, un champ lexical à maîtriser, et puis il y a cette sensation indescriptible que produit l'œuvre d'art, sur celui qui la reçoit. Mais c'est la même sensation que produit un morceau de musique et on a quasiment tous l'expérience d'un morceau de musique qui nous met les larmes aux yeux et personne va vous dire c'est parce que là passe d'un accord de septième diminué à un accord de je ne sais C'est pas vrai, quoi. vous avez On peut, raison. Ouais, voilà, ouais. on peut faire ça, mais c'est pas nécessaire. Et en fait, moi je parle de la sculpture exactement de la même manière, avec des mots littéraires. Il y a en fait très peu de techniques de sculpture dans ce livre. Moi je ne suis pas sculpteur et j'avais pas envie de faire un livre pour les fans de sculpture. J'ai envie de, voilà, de parler de ce qu'il y a de commun à tous les arts, en fait, qui est une capacité à nous émouvoir, à nous toucher, au-delà de toute explication. Je crois que tout grand art touche au-delà de toute explication. Et alors pourtant, vous, avec les mots, vous êtes bien obligé de passer par des mots qui vont forcément un petit peu réduire, expliquer, enfermer cet indicible de l'émotion Mm. à travers des mots. Quand vous parlez du morceau de musique qui nous touche, moi, je serais incapable de le décrire autrement qu'avec des banalités, c'est en disant c'est incroyable, ça me fait un effet dingue. Vous voyez, c'est banal. Mais Vous, vous êtes vous n'écrivez journaliste, pas vous ça. animez une émission de radio. Moi, je serais incapable d'être journaliste et d'animer une émission de radio. Pour moi, le mot ne réduit pas. Au contraire, le mot, c'est un entonnoir, c'est un porte-voix et qui féconde l'esprit de la lectrice ou du lecteur. C'est-à-dire, moi, je plante une phrase ou un mot et j'en dis le moins possible. Je vais absolument à l'essentiel parce que je sais, ou en tout cas, j'espère que cette phrase va, dans l'esprit du lecteur, provoquer un feu d'artifice. C'est-à-dire que je fais la moitié du travail. Ah, La c'est lectrice, intéressant. voilà, la lectrice et le lecteur fait l'autre moitié du travail parce que nos esprits sont peuplés d'images, sont déjà peuplés de sensations. Et donc, il y a cette rencontre qui se fait. Mes résultats, mon mot, enfin, en tout cas, les mots pour moi, et je pense que tous mes amis auteurs vous diront exactement la même chose, n'enferme pas, c'est même l'opposé. Ça serait horrible si un livre était un carcan. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Jean-Baptiste Andrea, parce que ça veut dire que vous misez même sur la simplicité, Ah, presque la réduction. absolument, c'est très précieux pour moi. Ce livre a une forme relativement conventionnelle. Moi, je suis pas Il fait quand même 600 pages, tout à fait, 580 tout à fait. Et précisément. puis Tout le monde dit voilà, 600, il y a mais plusieurs, il y a trois niveaux de narration, mais en fait, moi, mon but est d'atteindre à la simplicité la plus absolue. Parce que la simplicité, pour moi, est noble. Euh, Ça me fait penser à, je parle à mon passé de cinéma, mais un réalisateur que j'adule et que j'ai adulé, qui est Spielberg, et cette dernière scène de
Indiana Jones et la dernière croisade. J'adore la façon d'écrire de Spielberg. Et alors, pardon, spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, bouchez-vous les oreilles, mais quand il cherche le Graal, parmi tous ces vases dorés, chargés de pierreries, de formes très complexes, le Graal est en fait la coupe du charpentier la plus simple, la petite coupe en bois parmi les coupes ornées de pierres précieuses. Je trouve ça précieux de sculpter une petite coupe en bois toute simple, c'est très difficile. Bon, Fantomèche, j'espère que tu sais ce que tu fais. Hein. C'est la voiture là. Je vais pas arrêter. Allez, on y va. Inspecteur, bougez pas. Et silence radio, hein. Le Furet a peut-être le moyen de nous entendre. F comme Fantomètre. Les personnages de livres pour la jeunesse ou de films pour les jeunes ont un âge constant. Et que je ne précise jamais d'ailleurs, parce que le lecteur ou la lectrice, surtout la lectrice, doit pouvoir s'identifier à Fantomètre. Et si c'est une lectrice qui a par exemple 9 ans et qu'on lui dise Fantomètre à 10 ans, on dira « Oh, c'est une vieille ». Et si Fantomètre n'a que 8 ans, elle dira « Oh, qu'est-ce que c'est que cette petite jeune ?» Alors il ne faut jamais préciser l'âge des héros. On ne connaît pas son identité exacte, mais on sait qu'elle va à l'école pendant la journée, qu'elle est très bonne élève, mais c'est la nuit qu'elle met ce masque, qu'elle accroche cette cape sur ses épaules avec la fameuse agrafe en forme de F, et qu'elle se lance à la chasse aux bandits. Fantomètre. Alors, on a entendu un court extrait de l'épisode, je le cite. Vous êtes fan, Jean-Baptiste Andréa. Moi, je ne connais pas bien Du Fantomètre. livre, hein, du livre. Du livre. Ouais. Mais bon, on a entendu un extrait de la série télévisée de 93. C'était Fantomètre et le collier de Rapsascou. Et on a entendu une archive donc du créateur de Fantomètre, Georges Chollet, qui date de 1992. C'était dans l'émission Carousel sur France Culture. Ça, par exemple, c'est la simplicité pour vous. C'est le petit pot du charpentier où l'écriture est simple, mais continue en fait à innerver l'imagination, Fantomètre. Ce qui est étonnant hein, comme Non, référence. je précise quand même que j'étais fan de Fantomètre à 10 ans. Hein. Je le lis plus beaucoup, Fantomètre. Non, mais ça vous a peut-être encore... mais en fait, tous mes livres ont une héroïne forte et une femme forte. Mm. Et tout d'un coup, je me suis aperçu, à force de parler de mes livres, parce que quelqu'un m'a posé la question, quels sont les premiers livres que tu dévorais? C'était Fantomètre. Mon premier héros, à moi, en tant qu'homme, mon premier héros était une fille fluette qui se mettait une cape et un masque et une agrafe en forme de F. Et elle avait un bonnet à pompons. Ça, c'est la première héroïne que vous avez... C'est la première héroïne de ma écrite vie. Non, que j'ai lue. Que j'ai lu. Que j'ai lu Fantomètre. Et donc, je crois qu'elle a infusé, avec les femmes fortes qui m'ont entouré, toute ma vie, elle a infusé mes personnages de femmes. Mais c'est drôle parce que voilà, une nouvelle fois, je ne lis plus Fantomètre hein, quand même. Mais vous n'avez pas le droit de vous prémunir, Jean-Baptiste Andréa. Non, Même non, si vous mais le disiez tous les soirs, on n'allait pas vous juger. C'est vrai, merci, c'est vrai. Non, j'essaie de compléter ma culture, ayant lu tous les Fantomètres, de lire des choses que je n'ai pas lues. Alors justement, sur cette fabrication des personnages féminins, on en retrouve presque dans tous vos romans, Tout à fait. on pourrait le dire. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas eu trop de mal que ça à penser à Viola. Alors, est-ce que c'est à vous mettre dans sa peau ou... Oui, Oui, moi, j'ai pas de mal à me mettre dans la peau de n'importe qui. En fait, vous vous interdisez rien, en non, fait, je c'est ça. m'interdis. Comme je le disais tout à l'heure, j'avais pas forcément envie de parler à la première personne dans la peau d'une femme. Une nouvelle fois, c'est pas interdit. Mais voilà, je me sentais plus à l'aise dans la peau du personnage de Mimo, qui est un peu pâteau, maladroit, voire qui peut être un sale type, mais qui au fond a un grand cœur. Je me sentais mieux dans la peau de Mimo pour parler de Viola et pour avoir un peu ce regard extérieur, un peu perplexe, et à la fois perplexe et admiratif surtout sur cette femme. Mais oui, moi j'ai été entouré de femmes très fortes. Hein. Je suis là aujourd'hui grâce à mon éditrice qui a changé, infléchi en tout cas, Tivry. Sophie Tivry, le cours de ma vie. Donc, et donc j'ai pas de mal à décrire ce genre de femmes que je côtoie et que j'admire. Et comment vous pensez justement à ces personnages-là, que ce soit Mimo ou Viola, ou d'ailleurs tous les personnages secondaires, en fait, parce qu'on parle beaucoup de ces deux-là, c'est normal, mais qui sont très importants. Je pense à Emanuele qui revient tout le long du roman, à Don Anselmo. Voilà. Comment vous les voyez, ces personnages? Vous les fabriquez comme des personnages de cinéma, par exemple, avec même une manière de se mouvoir dans l'espace? Vous les imaginez? Vous les voyez? Alors, moi, je suis un grand adepte de la préparation d'un roman. Je pars pas au fil de la plume sur une idée ténue. D'abord, une idée ténue, c'est une fin. Je sais où vont mes romans. Ah oui? Oui, tous. Une fois que j'ai la fin, avant d'écrire le premier mot, je me construis mon histoire. Mais dans cette histoire, les personnages, effectivement, sont ceux qui restent le plus flous pour moi. C'est-à-dire, ce sont ceux qui sont... Les événements sont très précis.
Je fais un déroulé, hein, vraiment, j'ai un carnet couvert de scènes, de notes, non dialoguées, rien, pas de style. Mais les personnages restent flous. C'est 3 traits. J'esquisse Viola, femme indépendante, forte, brillante, euh, Riche. riche, arrogante et tendre. Et Mimo, maladroit, voilà. Donc ça me suffit. Après, au moment où je me mets à écrire, c'est que j'ai toute mon histoire. Et là, j'étoffe les personnages au fil de la plume. C'est la seule chose qui arrive au fil de la plume et l'étoffe des personnages dans leur dialogue. Ils prennent vie dans les dialogues pour moi, les personnages. J'adore les dialogues. Je trouve que c'est Mais un c'est peu hyper compliqué, non, c'est les négligé en dialogues. littérature, les dialogues, je trouve. Vous trouvez C'est, qu'on n'en fait plus? Ou je, je- mal? euh, mal, non, mais je trouve qu'il y a quand on le fait bien, mais ça c'est l'expérience du cinéma, et je ne sais pas si je le fais bien, hein, mais il y a quelque chose de magique qui se produit. On peut dire infiniment de choses, en fait, avec juste un petit bout de dialogue, plutôt que 3 pages de description. Mais y compris dans la richesse psychologique des personnages. Il peut passer énormément de choses. C'est pour ça que le dialogue doit être hyper précis. Mais c'est très risqué aussi un dialogue parce que ça peut très vite tomber à plat, Bien sonner sûr. faux. Oui, oui, alors, mais ça Comment on c'est. sait ce que c'est qu'un bon dialogue? Pour vous, c'est quoi un bon dialogue, Jean-Baptiste Non, mais Andrea? vous avez dit en fait, sonner faux. Le truc qu'on ne Ouais. dirait jamais dans la vie. On a tous l'exemple, par exemple, au cinéma, on le voit beaucoup. Une nouvelle fois, ce n'est pas systématique, mais on voit quand ça ne marche pas. Des gamins de 9 ans qui ont des phrases qui sont des phrases qui ne correspondent pas exactement à Mm. leur âge et on sent l'adulte qui a mis les phrases, ou alors des phrases un peu plates qui ont été dites par 1000 personnages de cinéma avant eux. Donc il faut en fait trouver la phrase qui soit une phrase du quotidien, mais en fait, ça ne peut pas être une phrase du quotidien parce que ça serait plat dans le roman. Donc il faut trouver une phrase qui soit assez extraordinaire pour être dans le roman, mais qui en même temps, dans ce temps suspendu du roman, puisse passer pour une phrase du quotidien. Ça n'est pas explicable, c'est du ressenti. C'est du ressenti. Je ne peux pas expliquer. Combien de temps vous mettez à écrire justement, à vous dire là j'ai le bon dialogue? Alors en fait, paradoxalement, une fois que j'ai passé sur ce livre, j'ai passé 10 mois à écrire la structure. Une fois Ah que la oui. structure est là, j'ouvre un fichier, tout est à la plume avant, et là j'ouvre un fichier, je commence à taper sur ordi, j'écris d'un trait. Et là j'écris vraiment d'un trait. Donc 10 Pas mois de préparation, 10 un mois mois de d'écriture? Non, 4 ou 5 mois d'écriture en Hmm. tout. Voilà. D'affilée, je peux passer 12 heures par jour à écrire, mais je n'écris que 3 pages par jour. Hmm. Parce que j'attends ce moment où ça va sortir d'un trait, ça va être juste et ça va être vrai. C'est une forme de transe et ça peut pas durer 12 heures par jour. Donc j'attends ce moment de la journée où ça va se passer. Parfois c'est au début de la journée, parfois c'est une demi-heure et je trouve ça tellement super. J'écris une page, je m'arrête pour préserver, avoir encore cette sensation un peu plus tard dans la journée. Mais je m'arrête toujours plus ou moins à 3, 4 pages maximum par jour. Et là sortent des choses. En fait, c'est la condition de la vérité pour moi, que je n'ai pas de calcul dans l'écriture. Dans la voie littéraire, je ne la calcule pas. Je ne cherche pas mes mots, je ne cherche pas à placer des mots particuliers, je ne cherche pas des sonorités particulières, je cherche l'instinct. Ah, vous n'êtes vraiment pas dans le travail Non. formel Mon alors? travail formel est dans la structure, pas dans la langue. Et vous disiez que les personnages finalement c'était ceux qui étaient les moins travaillés en amont. Là, l'écriture est obligée de les travailler. C'est-à-dire la manière dont Viola va prendre la parole. Et bien ça, je le découvre dans mes 3 pages par jour. En fait, comme je n'ai pas à penser à ce qui va se passer après la scène que Hmm. j'écris, je n'ai pas cette partie de mon cerveau est libérée et me permet de me plonger dans cette forme. C'est vraiment une forme de transe, hein. Je ne veux pas passer pour un fou, mais je suis là. Vous êtes Hein. agi, comme on dit, par le stylo ou... Non, je veux pas. Non, c'est pas ce stade du cliché. Je suis très concentré. On peut faire sauter des pétards derrière moi, ça me fait rien. Je suis très concentré devant l'ordi. C'est un moment de joie. C'est un vrai. Je dis trans parce que c'est un vrai moment de plaisir en fait. Il y a presque des endorphines. Tous les gens qui font un peu de sport connaissent ce moment. Au début, c'est pénible, et puis il y a le second souffle, et là, on vole, quel que soit le truc qu'on fait. Si on court ou si on nage, on a ce moment où tout va bien. Moi, c'est ça la sensation de l'écriture. C'est ça que j'appelle la transe. Là, les choses sortent, et soit la transe arrive, et une nouvelle fois, en général, elle arrive, hein, parce que je l'ai préparée formellement pendant 10 mois. Si ça arrive, il y a très peu de réécriture dans ce roman. Il y a 10 ou 15% à la fin avec mon éditrice de réécriture. Mais si vous lisiez le manuscrit original, il est très proche de ça. Ce qui est fou, c'est que on le sent en fait cette construction des personnages, parce qu'en fait, ce sont des personnages qui se construisent au fur et à mesure de leur vie. Ce qui est aussi le cas en fait dans vos autres romans où il y a vraiment des parcours particuliers. Et ce qui en fait, là, j'y pense en vous voyant, Jean-Baptiste Andrea, ce qui correspond aussi d'ailleurs en fait à
peut-être à vous-même, en fait, qui vous fabriquez en tant qu'écrivain, qui avancez? Oui, il y a toujours, en tout cas dans les héros de mes livres, ce parallèle que je mets plus ou moins déguisé entre ce combat que moi j'ai mené pour réaliser ce rêve, d'écrire un jour, D'être vous-même? d'être moi-même vraiment. En fait, quand quand j'ai quand j'ai rencontré, mon éditrice, quand elle m'a dit: «J'aime ce que tu fais», j'ai eu pour la première fois de ma vie l'impression d'être complètement aligné avec moi-même et j'étais pas malheureux avant, hein, je suis un mec très très optimiste et très solaire, mais là, cette sensation dont je ne savais même pas qu'elle existait, que je pouvais être en parfaite résonance avec moi-même et avec tous mes rêves et je me suis senti tellement bien. C'est pour ça que depuis 2017, je vis ce rêve-là d'être écrivain, et il y a ce parallèle et plutôt et je rends ça plus romanesque chez mes héros qui s'en éloignent beaucoup plus que moi. Mais moi, mes études ne correspondaient pas à ce que je voulais faire, par exemple. Moi, j'ai fait des études très sérieuses, mais je voulais De écrire. commerce? Ouais, voilà, et de sciences politiques. Et je dis pas que j'en ai pas tiré quelque chose, en tout cas du côté sciences politiques plus que du côté commerce. Mais euh, j'aime j'aime avoir des personnages très désalignés au départ. Et le roman les aligne. It's Amy. Hmm? My little girl. Her name is Amy. Oh. She's so cold. Yeah, I'm not surprised. It's freezing in here. Here, you hold her. No, I'm not really a baby kind of guy. How does she breathe with all this blanket on her face? Don't worry. She's dead. That's a good one. Oh my God! Oh, shit! What the hell was that? Richard! Richard! Yeah, I'm here! Get over here! Where's Brad and the lady? Brad? Yeah, I'm fine. What the hell's going on? Brad? Hey, dickhead! Dead End, un film de vous, Jean-Baptiste Andréa, qui a 20 ans aujourd'hui, qui est sorti en 2003, qui est un film d'horreur. Mais qui êtes-vous, Jean-Baptiste Andréa, en fait? C'est fou comme la première seconde m'a ramené 20 ans en arrière, cette voix, comme si c'était Ah ben oui, puis hier. surtout, vous avez fait ouf! Ouais. Non, alors c'est tout. En fait, c'est toute l'illustration de la différence entre le cinéma et la littérature. Question qu'on me pose souvent. C'est-à-dire que moi, j'ai pris ce virage du cinéma, je l'ai mesuré après coup, précisément parce que je ne m'autorisais pas encore à assumer complètement le fait d'être écrivain et je ne m'autorisais pas un roman. En plus, j'ai fait beaucoup de scènes, donc j'avais quand même l'amour de la scène, ça c'est vrai, je me suis dit le cinéma me correspond, mais le cinéma est calcul en permanence. Et C'est lourd. C'est-à-dire c'est qu'il faut- très lourd. C'est des Et équipes, c'est des et en fait, en financements. 2001, le CNC m'a dit ton univers n'est pas assez français. Je leur ai appelé, je les ai appelés sur un projet qui était en finale d'une commission de court-métrage. On s'était fait jeter, j'avais un co-auteur et je leur dis mais pourquoi Ah mais votre univers n'est pas assez français. Et là je me suis dit oula, c'est mal barré pour nous si l'univers culturel est national. Ça avait des petits relents totalitaires d'ailleurs, mais et donc je dis à mon co-auteur Fabrice, écoute, faut qu'on écrive en anglais, c'est une langue qu'on adore tous les deux, moi que je parle depuis longtemps. Et on écrit ce film en anglais et on se dit, comme ça on aura un public large, on va aller le tourner nous-mêmes dans la forêt de Rambouillet avec les petites caméras de l'époque, et puis on va faire un film d'horreur parce que l'horreur, ça vend. Donc il y avait un calcul. Alors, Oui, il y avait un calcul quand même il y a- de ouais, viser. ouais, tout à fait. Mm. Donc on a écrit ce film, tout d'un coup ça s'est emballé, on est parti aux États-Unis parce que c'est tombé chez Studio Canal, ils nous ont dit arrêtez la forêt de Rambouillet, vous partez aux États-Unis, on est parti aux États-Unis. Et finalement on en a fait autre chose qu'un film d'horreur, en fait c'est un film sur les secrets de famille, et donc il y a assez peu de gore, et c'est un film qui est devenu culte, qui est assez dérangeant parce qu'un un coup on sursaute et la minute d'après on rit. Donc ça a créé un film assez unique. Mais il y a eu toujours ce calcul, et plus les films avançaient, plus le calcul devenait
pas cynique, mais calcul. Hem, Plus les budgets devenaient importants, plus il fallait effectivement impliquer de personnes qui donnaient leur avis et plus je m'éloignais des mots, plus je m'éloignais de l'écriture, de ce qui me plaisait fondamentalement. Raconter l'histoire, je m'éloignais des histoires que je voulais raconter et puis à un moment, j'ai eu presque un burn-out en fait, et je me suis dit: «J'ai juste besoin de faire quelque chose pour moi, j'ai besoin de me faire du bien» et j'ai écrit Ma Reine. J'y pensais depuis Donc votre 4 premier mon roman. premier roman, pardon. J'y pensais depuis 4 ans. Je savais pas du tout comment m'y prendre. Je me disais: «Je suis scénariste, mais comment on écrit un roman? Mais par quel bout on le prend?» Je passais de la contrainte à la liberté Mmh. absolue et tout d'un coup, dans ce moment de burn-out, j'ai cette vision de cette histoire de ces 2 gamins qui se retrouvent sur un plateau, d'ailleurs, il y a des parallèles entre les 2, entre ce roman, le Entre Veiller 4e et sur elle et dernier, ouais, voilà. Marraine. Mmh. Et j'écris ce roman pour moi. Jamais je me dis: «Ça va être publié». J'écris ce roman Oh! chez mais je vous Si, vous jure. voulez devenir écrivain, Jean-Baptiste Oui, mais Andréa. non, mais j'étais oui, mais bien sûr, à 9 ans et puis j'ai fait du cinéma, puis j'ai fait de la scène, Mmh, puis j'ai fait mmh. mais je suis réalisateur à cette époque et donc je me dis pas: «Tiens, non, j'écris ce roman, je le finis». Pour moi, je me dis: «Rappelle-toi», en l'écrivant, je me dis: Mmh. «Rappelle-toi de la joie que tu éprouves, c'est ça que tu ne dois jamais abandonner. Tu dois plus te compromettre». Ce roman, je le finis, il est petit, il est court, il me prend 2 mois à écrire et je me dis: «Qu'est-ce que j'en fais?» Bah, écoute, je bosse dans l'écriture est mon métier, je vais pas le garder sur mon bureau, Mmh. je vais l'envoyer, je l'envoie. J'ai 14 refus, 15 refus. Et ça tombe chez l'Iconoclaste qui m'appelle tout de suite en me disant: «Le montre à personne, on adore ça, et on veut le publier». Mais je vous promets qu'au moment où je l'ai écrit, sur Sur ma la vie de vie, ma sur la mère. vie de ma mère, qu'elle ne s'inquiète pas et que je ne me suis pas dit enfin je l'ai vraiment écrit, c'était court ce moment, je me suis pas dit: «Je vais être publié». Peut-être qu'au Mais fond vous je me l'avez disais saisi. oui, c'est ça. Peut-être qu'au fond je me disais: «J'en ferai quelque chose». Ce que je veux dire, c'est que je me suis même pas posé la question et je me rappelle de m'être dit à la fin: «Tiens, il est là». Ben, je l'envoie alors. Voilà, c'était un moment étonnant dans ma vie. Donc là, toute la différence est là, tout d'un coup, j'abordais la liberté. Je sautais du nid avec mes petites ailes, pour voir si ça volait. Et ça a marché. Bravo Jean-Baptiste Andréa, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, au lendemain du prix Goncourt. On est très heureux pour vous. Ce roman, c'est Veiller sur elle, c'est aux éditions, très belle édition de l'Iconoclaste. Il faut les saluer, vous en avez bien parlé Jean-Baptiste Andréa.